Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, c'est le numéro 5 du podcast Vision. Donc c'est le 5e épisode. Et c'est la première fois qu'on reçoit une femme. Il était temps. Et ouais, c'est pas beau, les 4 numéros, c'était que des hommes. Mais aujourd'hui, on change un peu, on rétablit l'égalité. Et on reçoit Koumiba Djossouvi. Salut Koumiba. Bonjour, salut Mathieu. Alors Koumiba, ça me fait super plaisir que tu sois là parce qu'on avait été en contact, mais on s'était jamais vu. Voilà, et donc ça nous permet aussi à nous de mettre des visages en vrai sur des noms. Et Koumiba, tu es là parce que tu as un super parcours, tu as un parcours incroyable. On va voir ça ensemble. Parce qu'avant d'être conférencière, tu étais sportif de haut niveau. Et donc l'idée c'est simplement que tu commences, parce que c'est pas moi qui vais te présenter. Je préfère que toi tu te présentes. Alors dis-nous un petit peu, qui es-tu ? Super, merci Mathieu. Et merci pour l'invitation, parce qu'effectivement c'est toujours très plaisant d'avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et puis on est voisins en plus. Et on est voisins, et donc je suis ravie d'être là. Donc en fait je suis Koumiba, je suis donc ancienne 3e lignée de l'équipe de France à 15. J'ai aussi joué à 7. Et j'ai fait Montpellier comme club. J'ai aussi été à Saint-Orens à l'époque, qui est maintenant Blagnac Rugby Club. Et Lons Rugby Club. J'ai fait un petit tour aussi en Nouvelle-Zélande. J'ai fait du rugby à 7 en Nouvelle-Zélande. Et puis voilà. Donc j'ai 38 ans. Je suis dans la région depuis à peu près 5 ans, depuis la retraite en fait. Ça fait toujours bizarre de dire ça finalement. Je sais pas si on s'y habitue, mais bon, la retraite. Non, en tout cas, tu es très humble, parce que bon, tu précises pas quand même. On va y revenir, mais notamment quelques victoires avec ces clubs, dans lesquels tu as ta part de responsabilité entre guillemets dans ces victoires, mais notamment un tournoi destination et un grand chelem. Donc ça c'est super, bon, on va y revenir. Ouais. Mais alors toi du coup tu viens d'où, t'es né où Koumiba ? On commence par le début. Alors ça ne s'entend pas, mais je suis né en Alsace. Ouais. Pas l'accent alsacien, effectivement. Voilà, effectivement. J'aime bien la faire celle-là, mais c'est vrai que souvent on me le dit, oh mais ça se voit pas. Mais non seulement ça ne se voit pas, mais ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas. Voilà. Mais donc je suis né à Mulhouse il y a 38 ans et donc j'ai passé, je suis resté en Alsace jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, ensuite je suis parti sur Montpellier. Il faut savoir qu'avant de jouer au rugby, j'étais plutôt ballon rond, basket. Ouais, c'est ce que j'ai vu, on va en parler. D'années, effectivement. Alors du coup, avant de parler du ballon rond, du basket, toi, tu as grandi en Alsace. Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, toi ? Alors je pose toujours la question des parents, mais parce que... mine de rien, c'est un peu dans notre enfance que se forge notre caractère, parfois nos rêves, etc. C'est pour ça que je pose toujours cette question-là. Dans la dynamique sportive, mon père a joué au foot, lui. Ah, d'accord. Mon père en Afrique et dans le village où on habitait en Alsace, il a pas mal fait de foot. Il était gardien. Ouais. Voilà. Donc rapidement, je me suis retrouvé un peu au bord des terrains.
Et puis avoir envie d'être toujours dehors, oui, de courir en fait, de me défouler. Et le sport, c'est vraiment le meilleur outil pour pouvoir faire tout ça, c'est de se défouler, etc. Donc ouais, par le biais de mon père, déjà, ça a commencé au bord des terrains. Et alors ton père, il jouait le samedi comme ça en association, ou est-ce qu'il était à fond, il faisait des compètes, il jouait, enfin il était pro ou c'était un Non, loisir? non, il n'était pas professionnel. Ouais, c'était un loisir. C'était vraiment un loisir, mais assez exigeant envers lui-même. Et Ouais. du coup, je pense que rapidement, je me suis retrouvée à hausser le ton quand je m'entraînais et à avoir cette exigence envers moi-même, en fait. Je pense que du coup, dans cette filiale-là, ça a pris là, quoi. D'accord. Et donc ton père est béninois, c'est Tout ça? à fait, ouais. Ouais, d'accord. Ta mère aussi, ou ta mère est alsacienne? Ma mère est originaire du Bénin aussi. Bénin aussi, ouais, d'accord. Voilà. Donc, ils sont arrivés il y a un peu plus de 40 ans en France. Ouais, d'accord, Voilà. ok. Et du coup, vous avez toujours ce lien avec la famille au Bénin aussi? Ouais, tout à Ouais. fait, ouais, tout à fait. C'est vrai que ils ont vraiment eu à cœur de nous imprégner de la culture africaine. Hormis la langue, ça paraît assez paradoxal, mais il y a eu une réelle peur au départ qu'on n'arrive pas à suivre à l'école en fait. Et bon, ils se rendent bien compte maintenant que les enfants ont d'énormes capacités d'apprentissage, Ouais. surtout au niveau des langues, mais à leur époque, ouais, sur le moment, ils savaient pas. Ils se sont dit, mais si on leur parle en minant, parce que c'est la langue, c'est un des dialectes du Bénin, le mina, on ne pourrait pas suivre à l'école. Donc, du coup, je comprends assez Ouais. bien la langue, mais je la parle pas. D'accord. Ouais, et puis c'est plus dur d'apprendre quand on vieillit. Exactement. D'accord. Et alors du coup, ouais, donc tu découvres un peu le sport en regardant ton père jouer au foot. Et donc comment ça devient alors le basket? Alors peut-être qu'il y a eu d'autres sports avant le basket, mais Effectivement, les sports scolaires proposent, les associations scolaires, UNSS, etc., qu'on connaît tous, proposent beaucoup d'activités. J'ai eu envie de tester un petit peu tout. J'ai fait du volley et j'ai aussi testé l'athlétisme. Je me débrouillais bien, j'aimais beaucoup. ouais, tu Saut en faisais quoi en longueur athlée? Saut en longueur? et vitesse. Sans longueur, vitesse, j'ai fait du lancer de poids. Voilà, on navigue un petit peu sur toutes les activités. Et puis j'aimais vraiment bien, mais j'ai eu un réel coup de cœur pour le basket en fait. Ouais. Ça a été. Comment ça se passe? T'as vu Michael Jordan un jour, ou qu'est-ce que... Non, pas spécialement. Comment ça s'est passé? J'ai fait un peu pareil en UNSS à l'école, mais du coup ça me suffisait pas. C'est juste le mercredi après-midi. Et je me disais non, non, c'est pas. Mais on peut. En club, c'est possible. Plusieurs entraînements par semaine, des matchs le week-end. Et voilà, et du coup, ça s'est passé comme ça. J'ai demandé. Ouais. Papa, je veux faire du basket. Ok. Et t'es pas dégoûté que tu veuilles pas faire de foot, ça va? Et t'es pas déçu? Mais j'ai fait du foot. Ah, t'as Mathieu, fait du j'en ai foot? fait. Ah, Oui, oui, tout à fait. d'accord. Ok. Je m'en souviens bien. Et ben là, pour le coup, je pense que c'est une des rares fois où je me suis vraiment sentie exclue par les garçons, pour le coup. Au foot? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Parce que donc tu jouais avec les Ouais. gars en club, ou c'était le loisir comme C'était ça avec les copains? c'était non, non, pas avec les copains, cours d'école ou dans le quartier, c'était vraiment en club. Mais là, pour le coup, je sentais que les garçons, presque ils étaient un peu jaloux. Ouais. En Qu'une toute fille, humilité, j'étais pas mauvaise au foot. Ouais. Et je pense que du coup, ça les contrariait que la fille, elle est marquée. Et voilà, à cet âge-là, ils m'ont pas trop fait de cadeaux, quoi. Ouais. Je devais avoir 6 7 ans à cette époque-là. Ouais. Donc les enfants, Donc, c'est pas les plus gentils à cet âge-là. voilà. D'accord. Bah ouais, mais bon, écoute, s'ils nous écoutent, voilà, et qu'ils sachent qu'ils ont peut-être brisé un rêve, mais bon, t'en as réalisé un autre derrière, hein, Oui, c'est pas plus mal. oui, vraiment, je ne vous en veux pas. C'est oublié. Et du coup, donc foot, donc voilà, les méchants petits garçons veulent pas faire la passe à Koumiba, donc du coup, tu te tournes vers le basket. C'est ça. Et le basket, donc voilà, l'UNSS, c'était pas suffisant, et toi, tu voulais faire de la compète, ou c'était vraiment, tu t'es découvert une passion et tu t'es dit non, juste, je veux jouer plus souvent, et Ça commence par je veux jouer plus souvent. ouais, Et puis forcément, après, je vois toutes les possibilités. Et puis je trouve ça intéressant d'être dans cette dynamique de compétition.
Voilà, tout le monde n'aime pas la compétition. Moi, je la trouve assez saine quand c'est... Voilà, pour moi, de perdre un match, c'était pas la fin de ma vie non plus. Mhm. Et puis, mais c'était l'opportunité pour moi de m'étalonner, de juger, mais essentiellement ma performance à moi. Oui. Mais c'est pas... Je pense que la compétition, ça peut être très sain, c'est porteur aussi, ça peut galvaniser. euh, et, euh, et voilà, c'est un moteur. Ouais. C'est un moteur. Tu as commencé la compétition vers quel âge quand tu étais au basket? Oh, bah, il y a rapidement des tournois, des matchs. Je devais avoir 12 ans. D'accord. Ok. Je Ça devais avoir marche. 12 ans, ouais. Ouais, ouais. Et alors du coup, le basket, donc tu t'es monté quand même assez haut, hein, Ouais. en niveau basket. Tu peux nous expliquer un peu le cheminement, comment ça s'est passé? Parce que t'as commencé, t'étais dans quoi? C'est les poussins, comment ça s'appelle? Non, à 12 ans, on doit être minime. Ouais, minime, d'accord. Minime, cadette. Et après, il y a senior. Donc j'ai dû faire une ou deux saisons senior avant de partir sur Montpellier. Donc senior, c'est de quel âge à quel âge? Senior, ça doit être 17, 18. Ouais, Ouais. d'accord. Et après, donc là, à Donc, ce moment-là, t'es pas professionnel. non, du tout, du tout. D'accord. Là, vraiment, on est dans une dynamique classique, hein. Je suis au lycée, je suis même pas En STAPS en- ou autre. pas encore. C'est vraiment le lycée, c'est sport-études, classique. Voilà, je suis pas en sport-études ou classe spécifique avec une option basket ou autre. Mes parents aussi, hein, ils adoraient la dynamique sportive, mais c'était très important pour eux que je sois dans un cursus scolaire, tout ce qui, voilà, bien cadré, qui pas des après-midi qui sautent pour aller jouer au basket. Ouais, Ça c'est pour eux, c'était déjà un peu trop. ouais, les études avant tout, quoi. Oui, les études avant D'accord. tout. C'est vrai que, encore une fois, hein, peut-être que c'est aussi très culturel dans cette dynamique-là de, il faut aller le plus loin possible dans les études pour réussir dans la vie. Ouais. Et que peut-être que c'était encore très éloigné de leur imaginaire que je pourrais vivre un moment donné du sport. Ouais. Ouais, et puis peut-être Voilà. que là, on était dans quelle année à ce moment-là? C'était C'est dans les années 95, 80. Ouais. ouais, ouais, donc le sport de haut niveau est peut-être pas aussi répandu, le basket peut-être moins de notoriété qu'aujourd'hui. C'est Ouais. ça, certainement. Et surtout dans la dynamique du sport féminin. Ouais. On va en reparler, le sport Oui. féminin, vaste sujet. Et du coup, donc, alors comment ça s'est passé? Donc, t'es parti jouer à Montpellier? Je suis parti jouer à Montpellier, Ouais. effectivement. Comment ça s'est passé en fait? Comment tu t'es dit je vais Comment jouer à ça s'est Montpellier? On passé t'a dans- recruté ou Non, mais en comment, fait, j'ai un bon ami qui s'est retrouvé à faire une partie de ses études aussi en Alsace, mais lui à la base originaire de la région de Montpellier, qui jouait déjà au basket. Il a joué dans le club où j'évoluais à Riedisheim. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, il me dit, mais tu sais, Castelnau-le-Lez, petit clin d'œil en tout cas, il recrutait, il se lançait il recrutait parce que ils avaient démarré à petit niveau, mais bon voilà, l'équipe féminine montait et à un moment donné, il fallait renforcer les effectifs. Il s'est dit, mais ça pourrait être une belle opportunité pour toi que de venir jouer sur Montpellier. alors, tu peux juste nous rappeler, pour pour les néophytes comme moi, dans le rugby pro, entre guillemets, enfin, comment ça se passe? Il y a une Ligue 1, une Ligue 2, une Ligue régionale. Au rugby. Non, pardon, au basket. Au basket. Excuse-moi. Alors, je t'avoue que je suis un petit peu éloigné, hein. Oui, oui, ça remonte mais maintenant, mais de mon souvenir, il y avait de la pré-nationale. Donc là, on est dans cette dynamique senior, hein. On prend les seniors, on peut jouer en pré-national. Après, il y avait, non, il y avait de la régionale, ouais. pré-régionale, nationale, pré-nationale, tout ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a de souvenirs? Je me souviens plus vraiment. Euh, National, hein. Ouais, c'est national, Ouais. national 2. Ouais, national 3, national 2, national 1. Et au-dessus de la national 1, on va avoir la ligue féminine. D'accord, fait. ok. Et là, toi, donc, tu rentres à quel niveau à Montpellier? Moi, Enfin, j'intègre la pré-nationale ouais, et je vis la montée en national 3. d'accord. Et ensuite, je passe pas mal de temps en national 3.
On fait du haut de tableau. Je pense qu'on fait une saison en National 2. Et voilà. Ça, c'est le plus haut que j'ai fait, National 2. D'accord. Et après, après fini l'amour pour le basket et on passe au rugby. C'est ça. Qu'est-ce que t'en retires quand même de ces années basket avant de partir au rugby Qu'est-ce que ça t'inspire, ce souvenir, voilà, d'avoir joué quand même à haut niveau au basket pendant plusieurs années Ça remonte, hein. Faut chercher. C'est vieux. Ça a été très sur l'aspect physique. Ouais. C'est-à-dire que ça a été une vraie passerelle pour toutes les aptitudes que j'ai développées au basket, a été une vraie passerelle pour le rugby. D'accord. La notion de petits appuis, la gestion de l'espace, même si c'est différent. Hein, oui. Il y a j'ai dû adapter certaines choses, mais il y a aussi beaucoup d'aptitudes qui m'ont beaucoup servi au basket derrière. Après, sur la dynamique du jeu, je pense que ça a été un très bon exercice sur la gestion de la frustration. Ah oui, c'est-à-dire pour l'anecdote, et je pense que j'étais quand même à un moment donné prédestiné à faire du rugby parce que je jouais quand même pas mal des coudes au final. Mais pour ceux qui connaissent, le basket, c'est en théorie no contact, on est d'accord. Donc j'arrivais rapidement à 5 fautes. Ah oui, d'accord. Et c'est hyper frustrant parce que pour moi, j'avais toujours l'impression d'effleurer la joueuse. Ouais. Mais limite, je ne l'ai pas touchée en fait. Ouais. Mais bon. Et ça sifflait beaucoup, et du coup, voilà, fallait gérer ça, fallait gérer, du coup, cette impulsivité aussi, ou peut-être, voilà, cette gestion du corps dans l'espace, et développer des petites aptitudes pour justement contrer ce no-contact et ne pas me faire sanctionner, quoi. Ouais, d'accord. Donc, okay. On fait travailler ces neurones, et avec mon outil, mon corps, essayer de voir comment je pouvais gérer au mieux. Et du coup, frustrant parce que tu es obligé d'y penser à chaque fois pour pas te prendre des cartons. C'est ça, et puis oui, le temps de jeu peut vite être réduit parce que du coup, forcément, le coach il gère, donc au bout de 2-3 cartons, il vous sort parce qu'il se dit bon, j'ai besoin d'elle peut-être à la fin du match, machin. Et en fait, moi j'avais envie de jouer, hein, donc c'est vrai qu'avec cette dynamique de faute, il fallait que je gère vraiment. Ouais, donc et j'ai appris, vraiment, j'ai beaucoup appris. Okay. J'ai beaucoup appris aussi. Ouais. Ah oui, oui. L'arbitre a toujours raison, voilà, toutes ces notions-là, l'injustice. Parce qu'il y a des moments, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas... ils se sont pas passé le mot et que c'est un peu trop facile et que c'est plus en réflexe parce que c'est moi. Donc voilà. Frustration, mais plaisir quand même. Et je leur pardonne aussi. Aujourd'hui, on pardonne à tout le monde. D'accord. Et alors, du coup, le rugby, alors j'ai vu que tu avais d'abord fait du rugby à 7. Et comment ça t'est venu en fait, du coup? Comment tu t'es dit, basket, bon allez, je pars sur le rugby, quoi? Alors, j'ai pas commencé par le rugby à 7. J'ai commencé par une initiation de rugby à la fac de sport, avec Yannick Nyanga. D'accord. Et parce que voilà, dans son cursus, il avait aussi besoin de mettre en place des petits stages, etc. C'est tombé sur ma promotion, donc c'était une belle destinée et j'ai adoré. Mais il faut savoir que j'ai pas commencé le rugby de suite après cette initiation. Il s'est passé bien 2 ans avant. Ah oui, d'accord. J'ai continué à jouer un peu au basket. Je suis parti étudier en Belgique où j'ai joué aussi un peu au basket là-bas. Ouais. Tu avais fait quoi comme études à ce moment-là? J'ai fait alors, en Belgique, c'était pour une spécialisation en psychomotricité. D'accord. Pour parfaire toutes les connaissances de l'activité physique adaptée. C'est une spécialité aussi que j'ai prise au niveau de la fac des sports. Dans la dynamique de travailler avec des personnes en situation de handicap physique ou mental, toutes les personnes en situation vulnérable qui ont besoin de passer par le sport pour pouvoir s'exprimer ou évacuer des choses. Ça peut être des autistes, la population carcérale, personnes, comment on appelle ça, des personnes âgées. D'accord, voilà. Ok. Et donc tu pars en Belgique. Donc du coup je pars en Belgique, je continue de jouer au basket, tout ça, mais en rentrant, là pour le coup, j'ai un petit temps d'hésitation, je ne m'inscris pas de suite au basket. Et comme quoi, les choses sont bien faites, je rencontre l'équipe de
de rugby de Montpellier, les féminines de Montpellier. Tu les rencontres comment, à la fac Non. En soirée? La Feria. La Feria de au Béziers. Feria de Béziers, Ouais, parce d'accord. que dans le sud-ouest, on dit pas les fêtes, on dit Feria. Donc Ouais. Feria de Béziers. Très bien. Et effectivement, ça passe pas inaperçu une équipe de rugby. Hein. Et donc... Ah bon? Et donc voilà, de fil en aiguille, ouais, je discute avec elle. Elle me dit, mais franchement, t'as le physique pour, tu devrais venir essayer. Merci Christelle. J'aime bien, hein, c'est l'opportunité quand on a un micro. Donc je rends hommage, Christelle Corbion. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup, oui, elle m'a recontacté après pour me proposer justement une initiation à la plage. D'accord. À la plage, on a fait un beach rugby. Touch rugby? Du beach. Ouais. Alors le beach... Donc c'est quoi la différence du beach par rapport au rugby classique? C'est qu'il n'y a pas de il plaquage? n'y a pas de plaquage, on est sur du toucher. Oui, d'accord. Voilà. Après, au niveau, c'est plus... quand on est touché, il y a une espèce de touch au sol. Ouais. Et puis le jeu s'enchaîne, quoi. Donc c'est assez rapide. Il y a une vraie volonté d'aller vite et d'enchaîner le jeu. D'accord. Et voilà, donc du coup, sans cette notion de plaquage, vraiment, je me suis éclaté. J'avais vraiment l'impression de... Il y a eu beaucoup de similarités avec le basket, pour le coup. Ouais. Si ce n'est, la passe en arrière. Mais quand même, voilà, dans le déplacement, le tac-tac, le petit travail d'appui, tout ça, enfin, je me suis vraiment régalé. C'était une révélation. Puis, il y a tout l'esprit qu'il y a autour. Ouais. Évidemment, se retrouver à la plage, enfin, c'est hyper festif. Je me dis, ah ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Donc, ça a été très, très rapide, finalement, dans la foulée. Oui, je m'inscris, quoi. D'accord. Et tu t'es Alors, inscrit, on parlait des catégories juste avant, au niveau du basket. Ben, en rugby, je me suis retrouvé. Ça s'appelait la première division à cette époque-là. Là, je me suis dit, oh. C'est-à-dire, au-dessus, il y a quoi? Et là, on m'a dit, mais il y a l'équipe de France, mais c'est tout. C'est le plus haut niveau que tu trouveras au rugby. D'accord, donc Oh. tout de suite, ils t'ont fait intégrer première division du club de Montpellier, c'est ça? Alors, je me suis retrouvé effectivement en première division au club de Montpellier. D'accord. Alors, je me suis dit, rebelote, hein, comme quoi il y a le petit discours interne, des fausses croyances. Voilà, ça, c'est aussi un apprentissage au fur et à mesure des années que j'ai dû faire. Mais au départ, je me suis dit, oh, bah, alors là, première division, vous êtes mignons. Bon, moi, je signe quand même, mais dans ma tête, je me suis dit, je vais pas jouer, quoi. Ouais, tu t'es dit, je vais rester sur le banc à regarder plutôt. Ou ne pas partir en match, parce que voilà, il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis, alors, on parlait de compétition, mais moi, je voulais surtout aussi avoir de quoi m'occuper le week-end, parce que j'aimais faire du sport, aller en match, aller en compétition. Donc finalement, je m'inscris aussi au basket cette année-là. D'accord, donc tu fais les deux, basket et rugby. Je fais surtout que 3 matchs de basket. Pensant ne pas jouer trop au rugby, je me suis inscrite au basket, mais j'ai fait que 3 matchs. D'accord, donc tu as eu beaucoup plus le temps pour Donc le en rugby. fait, j'ai beaucoup joué au rugby, j'ai pu être convoqué sur les matchs. Alors on ne joue pas toujours beaucoup, ça peut être des fois, surtout au début, j'ai joué 10 minutes, etc. Mais quand même, j'étais dans le groupe et j'ai expérimenté cette dynamique et de faire ces déplacements et de jouer en première division. J'ai commencé pilier. D'accord, alors, pour rappel, le poste de pilier, c'est quoi le rôle? Alors le rôle du pilier, il a un rôle essentiel en mêlée, ça c'est sûr. La Donc, mêlée, il cette est en phase première ligne dans la mêlée? Il est en première ligne, ouais. C'est vraiment... un des trois premiers? Ouais, les trois. Il y a le pilier gauche, le pilier droit, et puis après il y a le talonneur au milieu. D'accord. Et donc voilà, moi je jouais pilier gauche. Ok. Et alors, comment ça se passe, notamment, par exemple, l'apprentissage des règles? Que le rugby, c'est un sport il y a beaucoup Extrêmement de règles. complexe, et je pense que... Ouais. C'est très très... C'est très très vaste. Alors on n'a pas un livre où on nous dit, bon, il faut que tu potasses les règles. Hein. Ça se fait vraiment sur le tard. Justement, on nous explique les règles de base pour pouvoir commencer à jouer. Donc la passe en arrière, Ouais. Sinon c'est en avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'essentiel? La passe en arrière. Ça c'est vraiment La base pour la base. commencer à... La passe en arrière, et puis il faut surtout être derrière pour réceptionner, etc. C'est pas... Et puis après on joue, on essaye de... de s'en sortir. On se déplace, on essaie de comprendre. Quand ça siffle, il y a à chaque fois en fait
qu'il y ait un temps d'arrêt, on demande mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et machin. D'accord, on t'apprend vraiment sur le Et on apprend. sur le terrain, Alors quoi. là, pour le coup, petite anecdote, le marque, je sais pas si ça vous parle, mais Alors, moi, pas du tout. non, mais ça je te parle suis- pas. moi, je suis un C'est-à-dire qu'en néophyte du fait, rugby. quand l'adversaire tape un coup de pied, qu'un joueur réceptionne dans ses 22 mètres un ballon de volée, Ouais. il peut appeler marque pour stopper le jeu. Donc, c'est-à-dire le point en l'air. Ou le point en l'air, ou il crie marque, Ouais. et le jeu s'arrête, il y a un renvoi au 22. D'accord. Donc c'est pas mal, ça évite de prendre la pression, mais il faut vraiment faire un arrêt de volée. Ok. Et donc moi je ne connais pas cette règle, et pendant un exercice, il y a une de nos partenaires qui jette le ballon en l'air, nous on saute, et puis le coach il nous dit, puis vous criez le marque, hein. Et on saute en l'air, et on réceptionne, tout le monde crie marque, et puis hop, ça s'enchaîne. Et ça. Puis à un moment donné, il y a un petit temps mort, et je demande à la fille derrière moi, mais pourquoi on crie marque? Et pas Paul, et Jacques, et... et là, franchement, je crois que tout le monde s'est croulé de rire, mais ça a duré 10 minutes, à fou rire général, mais c'est comme ça, c'est la marque. En fait, on crie marque, c'est la marque en fait, Ouais. c'est pas le prénom pas Marc. Marc Ah Lièvremont, bon c'est pas- mais en même temps, je ne connais pas les règles. Quoi. T'as pris Voilà. sur le terrain, quoi. L'apprentissage des règles, mais le rugby, c'est vrai que c'est un sport. Hein, je pense que c'est un des sports les plus complexes qui est. Ouais. Vraiment. Mais du coup, alors, comment tu t'en sors justement les premiers matchs? Parce qu'on te fait jouer, même si c'est court au départ. On te Même fait si c'est jouer, court, ouais, totalement. Comment tu t'en sors? Parce que, Bah, hormis les règles, ça doit être aussi assez physique. Vous prenez des bons plaquages aussi et tout ça. Enfin, c'est complexe, quoi. Mhm. J'imagine d'arriver à ce niveau-là tout de suite quand tu viens du basket, même si j'imagine que physiquement, t'étais sportif de haut niveau. Mais après, est-ce que voilà, on est prêt tout de suite à rentrer dans une mêlée, à se prendre des plaquages, etc. C'est quand même complètement différent. Donc comment ça se passe justement ces premiers matchs, premières appréhensions sur le terrain? Bah, avant le premier match, il se passe quand même 3 mois. 3 mois parce que du coup, il y a c'est toute la phase de préparation en fait. Donc je commence par un beach parce que oui, c'est l'été, que on est en phase de prépa, c'est la reprise, mais c'est de la prépa. Donc il y a cette alternance entre la préparation physique, mais on se retrouve aussi sur le terrain où il y a beaucoup de phases statiques, notamment mêlées, pour travailler, et techniquement, physiquement, la mise en place. On a des sessions de plaquage où j'apprends à plaquer, où je suis là, j'ai même plutôt mal au départ, j'ai une certaine appréhension, et finalement, avec des protections, avec le travail, je dépasse un peu tout ça, et puis du coup, je fais toutes les sessions d'entraînement avec mes partenaires, etc. Et puis j'apprends en fait. J'apprends, et c'est cet apprentissage-là, au bout de 3 mois, qui me permet de pouvoir jouer 10 minutes dans un match. Bien sûr qu'il y a, il y a de l'adrénaline, il y a quand même cette... comment ça va se passer? Et puis il y a un peu de peur, mais c'est de la bonne... c'est pas l'angoisse paralysante, etc. C'est plutôt agréable. Un bon stress, quoi. C'est un bon stress, ouais. C'est un stress hyper positif où je me dis, allez, ça y est, je vais pouvoir mettre en pratique ce plaquage, cette dynamique dans le jeu. D'accord. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes parents quand tu leur as dit bon, je rate le basket, je vais faire du rugby? Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit vas-y ma fille, fais-toi plaisir? Ou ils t'ont dit c'est un sport de garçon? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais c'est vrai que le rugby n'était pas si connu que ça. On pensait encore moins que les filles pouvaient jouer au rugby. Et finalement, ils ont eu un peu la même réflexion que j'avais eue après ma première session. Sauf que moi, je l'ai vécu physiquement et j'ai eu ce coup de cœur. Mais eux, ils étaient là. Donc, en tant que parents, hein, ils ont vu ils ont eu surtout eu la vision de mais ça c'est dangereux. Ouais, d'accord. Et je pense que c'est pas tant que je sois une fille qui les a surpris ou rebutés ou questionnés, c'est juste que c'est un sport pour eux violent. D'accord. Un sport de combat, c'est un sport... Donc, j'ai expliqué tant bien que mal avec mes mots comment je le vivais, justement cette dynamique de préparation, parce que finalement, la préparation, ça restera toujours les bases pour pas se faire mal, les bases pour être prêt sur un terrain. Le risque zéro n'existe pas, mais
mais ça limite quand même grandement. Ouais. D'apprendre à plaquer, de placer son épaule et sa tête pour ne pas avoir d'entorse, etc. au cervical. Donc voilà, j'ai expliqué, j'ai dit, mais on se prépare. Après, encore, j'ai expliqué, hein, j'ai pas demandé une autorisation, donc ils n'ont pas eu trop le choix. Oui, t'étais grande. Pas... Voilà. D'accord. Après, c'était pas, voilà, les matchs de championnat n'étaient pas retransmis, donc finalement, bon, ils savaient que je jouais, mais ils n'avaient pas cette appréhension d'être au bord du terrain chaque week-end à me voir plaquer ou prendre des plaquages. Donc, ils ont eu le temps de s'acclimater, de regarder un petit peu, puis petit à petit, ils sont venus, quand on venait jouer à proximité de la maison, ils ont eu l'opportunité de venir voir à quoi ça ressemblait finalement. D'accord. Et du coup, alors Montpellier, si je me trompe pas, vous avez fait 3 fois championne de France ? Ou je me trompe ? Oui, non, c'est bien ça. 3 titres de championne de France. 3 titres de championne de France. Alors, ça, c'est donc la première année où tu arrives. C'est ça. Tu suis championne de France, quoi. Oui. D'accord, ok. Super. C'est cadeau. Et alors, du coup, il y a une question qui m'intéresse, c'est. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Fabien Pelouse, on parlait par exemple de troisième mi-temps, d'esprit d'équipe. Peux vous en dire plus un petit peu sur cet esprit de camaraderie qu'il y a dans le rugby masculin, mais qu'il y a aussi, c'est certain, dans le rugby féminin, mais comment ça se concrétise un petit peu donc dans une équipe pro, parce que, alors, pro, on va revenir après, parce qu'il y a pro et pro, il y a pro avec salaire, sans salaire, etc. C'est des questions qui m'intriguent, j'aimerais bien qu'on aborde, mais juste au niveau de l'esprit d'équipe, quand toi, par exemple, tu rejoins un groupe qui est déjà en place depuis, j'imagine, peut-être plusieurs années, comment tu t'intègres et comment s'est créé un peu cet esprit de groupe, cet esprit de corps au sein de Montpellier? Alors en fait, ça s'est fait assez naturellement, assez rapidement, parce que c'est vrai que tout est déjà mis en place dans les équipes pour intégrer. D'ailleurs, on vit des stages d'intégration. Donc, alors c'est quoi, c'est un petit peu un stage d'intégration, c'est on part dans l'Aude faire du rafting, du canyoning, un peu de rugby, et puis toutes les nouvelles. Cette fameuse phase de bisoutage, d'intronisation, le bisoutage. Voilà. D'accord, et donc du coup, on se retrouve avec après une marraine qui nous accompagne si on a des questions, voilà, comme dans certaines écoles d'ingénieurs ou de commerce, voilà, de commerce, etc. Ça se fait, c'est bien sûr que ça se retrouve au rugby. Encore plus, et heureusement, après, en plus, c'est des grands groupes, le rugby. Mine de rien. Vous étiez combien à Montpellier dans le groupe ? Souvent, on intègre en plus l'équipe 2. Donc, ça peut vite aller à 40, 50 joueurs. D'accord. Okay. Alors, toi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils t'ont attaché à un arbre ? Non, c'est pas. Non, on est dans une. Vraiment, le but, c'est de rire. Hein. Ouais. Le but, c'est de rire. On va. C'est assez cliché, classique, mais vous savez, vous faites la toupie, là. Oui. Puis après, vous faites le parcours avec le plateau avec des un serveurs. Plateau dans la main et des verres. D'accord. Voilà, on sait tous comment ça va. On sait tous comment ça finit. Voilà, à 14h de l'après-midi, en plein cagnard, à boire de l'eau et pas que. À 14h, c'est de l'eau, mais petit à petit, effectivement, ça évolue. Mais ça fait partie aussi de la tradition et c'est... Voilà. En restant dans un esprit de bienveillance et comment on appelle ça, de convivialité, voilà, tout se passe bien et c'est vraiment un pur bonheur à vivre. Juste, il y a des gens qui confondent le dentiste à côté et ici. Désolé, je comprends. Du coup, alors donc il y a ce stage d'intégration, mais du coup, comment, à part ce stage d'intégration, comment ça se construit aussi, sinon, dans la vie du club, au quotidien Il y a ce fameux système de marraine dont je parlais, où voilà, c'est un vrai relais entre toute l'histoire, quelque part, de l'équipe. Parce que si elle est marraine, c'est qu'elle est là depuis au minimum 1 an et qu'elle sait comment fonctionne l'équipe, les codes, etc. Et donc c'est vraiment important de transmettre la communication. Ça évite
faire des impairs, ça évite de pas être comprise, de pas comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Après, au rugby, au niveau des postes, hein, on parle souvent des avants ou des arrières. Il y a aussi des petites réunions entre avants où il y a une autre solidarité encore qui se dessine. Les trois quarts, elles aussi, font un petit peu leur petit repas, leur cérémonial, etc. Donc, on créer du lien, c'est ça, c'est communiquer et c'est avoir des valeurs communes, en fait. Donc, que ce soit entre trois quarts et avant, que ce soit dans l'équipe, que ce soit avec les coachs, c'est ce lien et savoir pourquoi on est là, vraiment rentrer dans cette histoire, quelle histoire on veut écrire. Il y a beaucoup d'équipes, on est fan des années 80. Vous trouverez beaucoup de joueuses. Ouais. Voilà, faut vivre un retour de bus avec des joueuses. Ça chante beaucoup. On démarre une autre histoire. Ça, c'est une chanson qui me marque beaucoup, que j'ai eue en plus dans plusieurs de mes équipes. Attends, quelle chanson ? On démarre une autre histoire. C'est pas grave. Une personne dans les années 80. La chanson s'appelle On démarre une autre histoire, c'est ça ? Je crois que c'est le titre, oui. D'accord. Et on démarre une autre... Ah non, ça me dirait. Non. Bah voilà, c'est bien ce que je dis. Écoute, Mathieu n'a pas joué au rugby. je mettrai le lien à la fin du podcast en 1, voilà. Comme ça, on pourra se plonger avec toi dans l'ambiance des matchs, dans le bus. C'est extra. Il y en a plein d'autres, mais puis bon, après... Ouais, on a envie, on aime ça crée du lien, hein, chante tous ensemble, mais c'est aussi, voilà, qu'est-ce que ça nous évoque ? C'est ça, c'est cette histoire. Quelle histoire veut créer l'équipe ? Vers quoi on tend ? Qu'est-ce qu'on a envie que les gens disent de nous ? Pour revenir, les équipes de France, elles ont des noms. Mais dans plein d'autres sports, allez, on connaît tous les Barjots. On connaît aussi les Enragés, c'est l'équipe de France féminine à 7. On connaît... comment elle s'appelle le 15 de France maintenant ? L'ancien nom. Le 15 de France ? Ouais. L'ancien nom ? Féminin, là. Alors, tu parles au pire néophyte de la Terre en rugby, donc ça va être compliqué. Ça, je ne saurais pas te dire. Non, mais comme en handball où il y a les phénix, voilà. etc. Parce que c'est une identité, mais c'est une identité collective de groupe. Qu'est-ce qu'on a envie qu'on dise de nous ? Qu'est-ce qu'on veut que l'adversaire ressente quand Montpellier arrive, quand les coccinelles de Montpellier arrivent. Les coccinelles, c'est ça ? Les coccinelles, c'était le nom. D'accord. C'est mignon une coccinelle. C'est plutôt mignon. Et votre objectif, c'était d'impressionner l'adversaire Ça se faisait, oui, le PAC. Mais le PAC des avants de Montpellier avait cette réputation-là. Quelle réputation ? De faire des gros molles. Des gros molles ? Ouais, des ballons portés, là, vous savez, c'est comme des espèces de grosses tortues qui avancent tout doucement derrière les touches. J'ai rien compris. Derrière une touche, vous avez la possibilité de créer un molle, c'est-à-dire que les joueuses restent debout et se structurent autour du ballon pour pouvoir créer un molle, et puis tout ça avance. Hauteur. C'est comme une mêlée spontanée, un ballon porté, quoi. D'accord, ok. Et ça avance jusqu'à aller dans l'embut pour aplatir le ballon et marquer. D'accord, voilà. Ok. Et du coup, vous aviez cette réputation d'être très forte sur cette phase de jeu. D'accord. Donc, voilà. Et comment on essaye de comment dire, j'allais dire déstabiliser, non, mais de faire peur un peu à son adversaire. Comment on arrive pour jouer un match, et est-ce que avant même de jouer le match, vous avez peut-être un cérémonial, quelque chose pour montrer que vous êtes forte, ou quelque chose comme ça, ou pas du tout? Mathieu, on ne fait pas le haka. Je suis désolée de te décevoir, on ne fait pas le haka. Sans tomber dans le cliché du haka, bien sûr. Mais, c'est cliché. Non, mais il y a des équipes comme ça qui ont des réflexes, enfin des petits, comment dire, des rituels comme ça. Il y a une dynamique, mais ça, je pense que, comment dire, la mise en place, la planification d'une journée de match, elle est propre à chaque équipe, ça c'est sûr, et c'est pas fait pour impressionner l'adversaire en soi. C'est plus pour être
pour que chaque équipe soit concentrée soit dans sa bulle. Encore une fois, les discours, la remise de maillot, tous ces trucs-là, chacun le fait au moment qui lui semble opportun. Il y en a qui vont le faire la veille du match, il y en a qui vont le faire le jour même, pour faire monter un petit peu la pression, d'autres pour faire sortir l'émotion avant le match, pour pas que l'équipe soit totalement... Tendu, stressé. En tout cas, en prise sous cette émotion. Ouais. Comment tu faisais toi personnellement, par exemple avant les matchs, pour être prête, ne pas trop stresser et justement être ultra focus pendant un match? Tu avais un petit rituel, quelque chose? Alors moi, sur les journées de match, j'avais tendance à être vraiment complètement libérée, nature, à rire, à faire des blagues, à penser à complètement autre chose, à lire des livres, à taquiner, à faire plein de choses, jusqu'à l'entrée au vestiaire pour se préparer avant l'échauffement. Là par contre, rideau. Plus de blagues. Non. Là c'est une musique, c'est pas un stress, c'est pas le visage complètement fermé, mais quand même, on sent que petit à petit je rentre dans ma bulle et dans mon rôle. Je m'imprègne du vestiaire, de la sensation, dans quel état sont mes partenaires. Donc c'est pas totalement hermétique, mais quand même il y a besoin quand même de me recentrer, de sentir un petit peu voilà, comment je suis aujourd'hui, par quoi je commence. Ouais. T'avais une musique d'avant-match, toi? Pas une musique en particulier, non. Enfin, j'écoutais beaucoup de house, j'aimais bien. House music, ouais. Ouais. Ça me te portait mettait bien. dans le match, quoi. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Et Montpellier, du coup, donc vous gagnez quand arrive le championnat de France. Et ensuite, la deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Rebelote Marie-Charlotte ou Non, parce que c'est une belle transition, c'est qu'on n'est pas pro, donc absolument pas payé par le club. D'accord. Donc je cherchais du travail et j'ai trouvé du travail, mais dans le Gers. D'accord, ok. Où ça, dans le Gers? À Saint-Gaudens. D'accord, ok. Donc à la limite du département, c'est ça? Non. C'est pas grave, c'est un détail. Autant pour moi. En fait, le centre de rééducation où je travaillais était dans le Gers, à la croisée avec la Haute-Garonne, mais j'habitais Saint-Gaudens. D'accord, ok. Voilà. Et là, en fait, donc tu trouves cet emploi-là. Ouais, donc je pars. Mais par envie ou parce que t'as pas le choix, en fait, là, il te faut de l'argent, quoi. Il faut. Puis j'ai aussi encore une fois, je me prédestine pas à une carrière professionnelle. Parce que je me dis voilà, c'est de la première division, c'est super. Ouais. C'est une très belle expérience, j'ai un titre. Et puis waouh, ce haut niveau-là me plaît, mais en même temps, il y a une réalité qui fait que c'est important pour moi de travailler. Ouais. C'était en quelle année ça, premier championnat de France? 2006. 2006, d'accord, ouais. Ok. Et aujourd'hui, en première division, rugby féminin, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que les filles sont payées ou pas? Non, on ne parlera pas de salaire, on parlera toujours de défraiement, de compensation, mais la joueuse qui fait du rugby, que ce soit à Montpellier ou dans n'importe quel club, ne vivra jamais du rugby. D'accord. Si elle fait que du rugby en club. Parce que donc tu as des primes, par exemple, c'est quoi? Imaginons que tu vas jouer un match, tu as une prime de déplacement ou tu as une prime c'est quand une prime tu de match, mais c'est pas. On sera toujours sur. Sincèrement, ça permettra certainement de vivre la troisième mi-temps. Soyons honnêtes. Okay, c'est pour bien résumer l'histoire, c'est. Tu te retrouves jamais avec un plus 1000 € quand tu gagnes un match ou quelque chose comme ça, quoi. Non. D'accord. Non. À moins que vraiment j'ai loupé un énorme épisode. Mais non, je pense pas que tu aies loupé un énorme épisode. Non, on n'en est vraiment pas là. Hein. Il y a encore un écart. Il y a un écart énorme, parce extraordinaire. Alors j'ai plus le salaire en tête moyen dans le rugby chez les hommes, mais je pense que quand tu joues en top 14, qui est l'équivalent de la première division, là où tu jouais, on peut dépasser assez facilement. On est sur du top 16 maintenant. Du top 16. Top 16, pardon. Il me semble qu'on était au moins à 10 000 €, je crois, en moyenne pour les hommes, minimum, il me semble. Et chez les femmes, il n'y a même pas en place un minimum, un salaire minimum. Non.
D'accord. Non, non. Et à ton avis, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que ça génère pas assez de public, ou est-ce que c'est, à ton avis, pourquoi il y a cette différence? Que ce soit, enfin, j'en sais rien, est-ce que c'est sexiste? Est-ce que c'est parce que le public peut-être préfère le rugby masculin? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec vos collègues, justement, quand tu étais en première division, pour essayer de comprendre un peu pourquoi les hommes sont payés et pourquoi pas les femmes, en fait? Alors, ce qui effectivement est avancé, la plupart du temps, c'est vous n'êtes pas assez vendeur, Vous n'êtes pas assez vendeur? ouais, Ah ouais? qu'on on ne draine pas assez de monde, etc. Sauf que, mais encore une fois, c'est comment ils peuvent faire remonter ce type de réflexion sans avoir testé et sans avoir mis des vraies conditions. C'est-à-dire, par exemple, l'idée, c'est de faire connaître le rugby féminin. Donc, qu'est-ce qui les empêche de faire jouer les filles avant le match des garçons, une ouverture? Ça, Ouais, par exemple. c'est la croix et la bannière. Ça se fait, mais ça reste toujours des événements ponctuels et il y a une organisation derrière pour cet événement-là. Mais ça reste un événement. Ah ouais. Alors que régulièrement, les filles jouent à domicile. Et pourquoi ça pourrait pas être régulier et ancré pour que les gens qui viennent voir les garçons s'habituent Découvre, et plus viennent ils un petit s'habituent peu avant aussi, et ouais. découvrent le rugby féminin qu'ils vont de toute façon apprécier. Non mais J'en suis sûr. ou pas, mais à la limite Non, mais on le vivrait différemment si que ça devienne tout une avait habitude. tout avait été testé et qu'on vienne nous dire ben voilà, on vous met en prime, ça brasse pas de monde. On vous met en fermeture, bah les gens s'en vont. On retransmet tous les matchs, il n'y a pas d'audience. Il y a pas... Bon, ben, au bout d'un moment, peut-être qu'on pourrait Ouais, tu te dirais, comprendre certaines c'est choses. que ça n'intéresse pas. Peut-être, mais c'est pas le cas. Ouais, C'est pas le cas. Et évidemment, quand on joue au rugby, tout notre entourage s'interroge un petit peu, mais venez voir le match. Et tous ceux qui sont venus, à quelques exceptions près, apprécient. Donc c'est pour ça que je me dis, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils font pas l'effort de nous rendre plus visibles. À l'heure actuelle, on me dit encore, mais on vous voit jamais. On sait pas quand vous jouez. C'est On vrai, sait ouais. pas. On Qui, voit rarement, ouais. ouais, Très rarement. Ouais. qui va faire Alors c'est sûr, les garçons, ils ont une énorme visibilité et je pense qu'on ne passe pas à côté d'un match. On sait qu'ils jouent. Les féminines, c'est plus compliqué et c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis tellement d'accord. Et après, c'est toute la filiale. Hein. Puis, osons les mots, je vais le dire. Moi, j'incrimine aussi les médias, ça va de soi. Vous pouvez pas parler des féminines pendant 1 minute 30 et puis faire des milliards de sujets, prendre un joueur, prendre la main, tout décortiquer, chaque essai, chaque défaite, chaque Les victoire. médias ont un rôle aussi Bien dans sûr. dans la démocratisation du rugby féminin, ça c'est certain. Ouais. On prend n'importe quelle personne, un sportif ou pas, lambda, qui dans l'offre des médias, il a envie de voir du rugby féminin, il n'en entendra pas parler, il va galérer. Il faut de retransmission. Il va pouvoir, par le biais des joueuses, mais ça veut dire que c'est à lui de faire toutes ces recherches-là. Ouais, d'accord. Et la personne qui ne sait pas que ça se joue, non seulement elle ne fait pas la recherche, mais en plus on ne lui propose jamais. Donc on est toujours dans cette dynamique-là. Et après, c'est un effet de ruissellement. C'est-à-dire qu'on a une équipe de France qui a une visibilité. On sait que le rugby féminin plaît, que ça joue. Par effet de ruissellement, les clubs se structurent aussi autour des équipes de championnat. Et ainsi de suite, quoi. On a une équipe au Stade Toulousain qui est vraiment intéressante, qui commence à payer ses joueuses, mais pas... C'est pas des gros salaires, mais ça commence à être vraiment intéressant. D'accord. Tu commences à pouvoir en vivre, c'est ça? Peut-être pas en vivre non plus, mais... Non, pas en vivre avec un jet privé. C'est un bel apport et luxe, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais du coup, voilà, et l'idée, c'est de pérenniser ça, de reproduire ces modèles-là à l'échelle de plusieurs clubs. Ouais. L'obligation, ça a mis des années avant que vraiment les clubs se plient à cette obligation-là d'avoir une équipe féminine associée. Ah, parce que maintenant, donc, il y a une obligation pour chaque club. Mais voilà, et après, c'est rattaché au club. Après, comment ça se... Ça veut pas dire que du coup... les filles ont toujours les mêmes
les mêmes, Les mêmes budgets. les mêmes budgets. Hein. Ouais, bien sûr. Elles vont avoir accès à certaines aux salles d'entraînement, la plupart au bus, elles ont des dotations, etc. Donc c'est une réelle avancée, c'est sûr. Ça suffit pas. Ouais. Donc ouais, il y a une part de responsabilité de pas mal de monde au final. Ça peut être quelque part la Fédé qui pourrait aussi essayer de faire pression peut-être auprès des médias aussi pour mettre en avant ou peut-être développer plus le rugby féminin. Mais il y a aussi voilà, les médias et puis est-ce que peut-être nous aussi en tant que spectateurs du coup par exemple du rugby masculin on a aussi cette responsabilité là ou... Mais moi je pense que les amateurs de rugby ils vont tout regarder. Ils le font déjà. L'idée c'est de populariser vraiment et d'aller chercher tous ceux qui ne savent même pas que les filles jouent aussi au rugby. C'est ça, c'est d'inonder avec du sport féminin, que ce soit du basket, du hand, du foot, on le voit, c'est à un moment donné de mettre la lumière et on apprécie en plus après de suivre les filles. Super, on a du foot féminin à la télé, ça fonctionne. Ouais, on l'a vu avec le handball aussi, ça fonctionne. avec l'équipe de France qui diffuse les finales, je crois que c'était sur France 2, qui avait fait une super audience. Ça marche quoi, quand on le fait, mais effectivement, il faut encore trop peu. C'est un choix, voilà. Ouais. Et c'est vraiment un choix de dire, on le fait ou on le fait pas. Voilà, après, la Fédé avance un petit peu aussi sur la cause féminine, puisqu'elle a professionnalisé les joueuses à 7 déjà. Je crois que ça s'est fait 1 an ou 2 ans avant les JO. D'accord. Donc ça c'est un vrai acquis et puis sincèrement c'est quand le sport est devenu olympique. Oui, c'est quand le sport est devenu olympique. Okay. Donc ils ont été quelque part un peu obligés quoi en fait. Je pense aussi parce que concrètement on l'a fait remonter X fois, c'était très compliqué de rivaliser avec des équipes qui étaient déjà dans cette dynamique là, comme les Anglaises, les Néo-Z, etc. Impossible à un moment donné, il ne faut pas nous demander tu peux pas non. On ne peut pas rivaliser niveau avec des filles qui ont un travail à côté. Il faut avoir les moyens à hauteur de l'ambition. Ouais. Et c'est dommage qu'on soit obligé quelque part qu'on y passe mais sous la contrainte en fait quelque part. C'est ça qui est dommage. Après écoute, quelque part ça se fait, donc c'est déjà ça, mais effectivement c'est dommage que ce soit à cause d'une contrainte et pas d'eux-mêmes qu'ils le fassent. Mais bon, après les fédérations c'est il y a plein de sujets à aborder avec les fédérations sportives. Mais on pourrait consacrer plusieurs épisodes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super remarque de juste se dire, tiens, il y a un match du top 14 par exemple masculin, mettre juste avant, essayer de programmer un match d'une équipe féminine pareil, dans une division égale. Quoi. On m'expliquera aussi pourquoi la finale du championnat de France féminin ne se joue pas au Stade de France. Aussi, elle s'est jouée où la finale? Ça navigue. Ouais. Ça peut être à Grenoble, ça peut être à je sais pas, comment on appelle ça? À Vierzon. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Oui, donc autant te dire que pour entraîner du public, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ok, même si je ne critique pas la ville de Vierzon, mais effectivement... Il y a des stades c'est compliqué où c'est plein sur la finale, et parce que ça plaît, parce que voilà, les gens veulent voir. Mais voilà, pourquoi elle n'est pas retransmise en prime à la télé? Non, on est encore dans cette double vitesse. Donc il y a des choses qui avancent, certes, mais il y a des choses qui stagnent, voire qui régressent, et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs joueuses qui sont sous contrat fédéral maintenant à 15 aussi. Voilà. Ça veut dire quoi, sous contrat fédéral? Sous contrat fédéral, c'est-à-dire qu'elles sont professionnalisées et elles peuvent ne faire que du rugby. D'accord. Alors certaines aussi vont prendre un mi-temps à côté. Ça, c'est à leur appréciation aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit une obligation à vérifier, mais donc du coup, elles sont régulièrement sollicitées sur des stages à Marcoussis. C'est un groupe qui travaille vraiment ensemble depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et ce qu'il faut dire aussi de ce passage ou pas aussi au rugby pro, c'est que mine de rien, si la France veut gagner des médailles, comme tu disais tout à l'heure avec le rugby à 7, il faut donner les moyens de ses ambitions, quoi. Donc
Donc avis à ceux qui nous écouteraient dans les fédérations ou médias. Mais effectivement, c'est pas en jouant une équipe, je dis une bêtise, mais la Nouvelle-Zélande où les nanas sont pros et s'entraînent 24/24 et une équipe de France où potentiellement il y a peut-être des gens qui travaillent aussi à côté. Ou même au niveau du championnat européen, il y a un championnat européen en rugby féminin aussi? Non. Non. Et ça c'est bien dommage par exemple. Il a été, mais ça s'est joué à très peu d'équipes, sans grand intérêt. Pourquoi? Parce qu'en Europe, si on se cale sur les garçons, on n'a peut-être pas assez d'équipes en Europe assez compétitrices pour faire une vraie Coupe d'Europe et quelque chose d'assez pertinent. D'accord. Non, je pense que déjà, ce serait vraiment pertinent d'avoir un championnat cohérent où vraiment nos joueuses peuvent se confronter les unes aux autres et faire évoluer le truc. Ça, oui. Et puis quelque part, si à ceux qui disaient, comme tu disais tout à l'heure, que c'est pas assez vendeur, etc., le rugby, en même temps, si on donne pas les moyens aux filles de s'entraîner plus pour progresser, pour avoir un jeu plus impressionnant, plus spectaculaire ou autre, bah forcément, quoi. C'est pas comme ça qu'on aide au développement de ce sport, quoi. Donc, c'est que par palier. Là, on a... Enfin, moi, je le vois, j'ai arrêté il y a 4 ans et demi, 5 ans. Il y a déjà un gros palier qui a été passé physiquement. Voilà. On sait qu'il y a encore une marge de progression. Donc, effectivement, le fait de professionnaliser les filles, le fait de mettre vraiment l'accent sur la prépa, et sur l'entraînement de la jeune génération, de tout ce qui arrive derrière, etc., ça fait passer des paliers, quoi. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais il faut aussi jouer. Il faut jouer plus sur du haut niveau. C'est-à-dire que on sent que dans le championnat, il y a quand même des équipes qui sont plus en difficulté. Et c'est pas toujours formateur de prendre de jouer contre des équipes plus faibles. Donc c'est vraiment nécessaire de réharmoniser aussi tout ça pour que vraiment il y ait de l'opposition régulièrement. D'accord. Bon bah écoute, on espère que les choses vont changer petit à petit et vont s'améliorer. Pour en venir à toi, donc du coup effectivement, voilà, quelque part tu es obligé de prendre un travail après cette première année avec Montpellier. Ouais. Et du coup, donc pendant combien de temps tu vas laisser en fait le rugby à haut niveau, pour ne pas dire pro du coup, mais tu fais quoi pendant un an, tu arrêtes et après tu reprends, ou comment ça se passe? Non du tout, parce que en jouant, en travaillant à Saint-Blancard, donc en habitant Saint-Gaudens, j'avais certes 1 heure de route, mais j'avais la possibilité d'aller jouer à Saint-Orens. D'accord. Donc ma deuxième année de rugby, je la joue au niveau juste en dessous, qui s'appelait à l'époque le Challenge Armel Auclair. D'accord. C'était l'équivalent de la Pro D2. Ok. Donc je fais ma deuxième année là, ça se passe plutôt bien, mais voilà, du coup j'ai aussi envie de remonter et de rejouer en élite. Donc je reste vivre à Saint-Gaudens et je refais 1 heure de route, mais dans l'autre sens, et je vais jouer à Pau. D'accord. J'ai joué à Pau, même à Lons, plutôt RC Lons, et j'y passe 4 ans. Elles viennent de monter, donc je rejoins de nouveau ce top 8, la première division, et je passe 4 ans. La dernière année, j'ai un titre de championne de France avec le RC Lens. Donc c'est mon deuxième titre de championne de France. On a aussi cette année-là un titre de championne de France à 7. Ouais, alors c'est parce que du coup, à ce moment-là que tu te mets au rugby à 7 ou... Ça se fait la deuxième année. Alors je me mets au rugby à 7. Si vous voulez, il n'y a pas de championnat de rugby à 7. Il y a une espèce de plateau sur la fin de saison à 15. D'accord. Donc quasiment tout le monde, avec un profil, on peut jouer à 7 en club. Donc, mais par contre, j'ai été sélectionné en équipe de France à 7. Je crois que c'est ma deuxième année de rugby. Deuxième ou troisième de rugby à Lens, ouais. D'accord. Et alors là, donc... Et France A en même temps. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi donc il y avait le 15 de France féminin, et en dessous, il y avait France A. Ce qu'on appelait la réserve, en fait. D'accord. Il n'y avait pas d'espoir, mais il y avait France A. C'était pas la même équipe, donc rugby à 15 et rugby à 7. C'était deux équipes. Plusieurs filles faisaient les deux, mais voilà, ça reste effectivement deux entités séparées, mais plusieurs joueuses faisaient la navette entre les deux équipes. Ok, et donc toi, tu as eu la chance d'intégrer le 15 de France. Alors comment ça s'est passé
t'es d'abord passé par le rugby à 7 ou J'ai fait du rugby à 7, j'ai fait l'équipe de France A, et Ouais. puis donc ça plutôt en même temps. Et ensuite, j'ai été sélectionné en équipe de France à 15. C'est après la Coupe du Monde de 2010, si mes souvenirs sont bons. Mhm. Et ouais, c'est un grand moment quand même, quand on se dit, ouais, ça y est, je suis dans la grande équipe. D'accord, les Et grands. cette expression un peu. Voilà, ouais, c'est un grand moment. Ça se passe comment ton intégration quand tu arrives au sein de ce groupe? Est-ce que c'est plein de filles que tu connais déjà ou est-ce que au contraire Alors, il y a plein de filles qu'on connaît déjà, mais qu'on connaît de réputation, parce que finalement, on les croise sur les terrains, et puis on les voit de loin, Marc aussi, puis on les voit jouer avec la grande équipe, le 15 de France. Donc il y a ce côté, waouh, ça y est, là, je joue à côté d'elle, avec elle. Et puis il y a tout un petit groupe aussi de filles avec qui on a grandi quelque part. C'est-à-dire des filles avec qui j'ai joué en club, avec qui j'ai évolué en France A, et puis qui se retrouvent en équipe de France A15 avec moi. D'accord. Donc on se sent super bien en fait. Ouais. Bah oui, parce Comme un poisson dans que l'eau. ouais, on se dit que c'est aussi un aboutissement d'un travail, mais en même temps, on est bien entouré, en sécurité aussi, et c'est un bon moment, c'est un beau passage. Et pareil, donc stage d'intégration, c'est le même principe que dans les équipes ou... Alors, c'est pas des stages, mais c'est des événements pendant les rassemblements, où tu dois chanter une chanson, etc. Enfin, voilà. Ça marche aussi au foot, on les voit des fois à Clairefontaine, celui qui inaugure sa première sélection Ouais, se retrouve nous on le vit aussi. d'accord. Voilà. Et du coup, tu as eu 30 sélections en équipe de France. Euh, et vous avez eu une super année, si je ne m'abuse, qui était l'année 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? En fait, on a eu l'opportunité de vivre plusieurs événements, parce que c'est l'année Coupe du Monde, mais on a quand même le tournoi à destination et un championnat cette année-là, comme chaque année. Donc, Un championnat, tu parles de championnat du monde? non, championnat des Championnat clubs, hein. Ouais, championnat de Championnat France. comme au top 14. L'année Coupe du Monde, ils font quand même leur cursus dit classique où ils jouent leur championnat. D'accord. Ils jouent leur Coupe d'Europe, ils jouent leur tournoi à destination. Mais nous, c'était pareil. Et il se trouve qu'avec le club, on joue notre championnat et on gagne je gagne le titre de championne de France avec mon club de Montpellier. Encore Avec... Ouais. Il m'a suivi quelques années. Hein. Non, bon, c'est vrai qu'après Lons, quand je pars de Lons, j'ai le titre en 2012. L'année d'après, je repars à Montpellier et on gagne le titre de championne de France avec Montpellier. Donc 2013 et puis 2014, je regagne un titre de championne de France avec Montpellier. Voilà, 3 plus le premier, 4. Et donc du coup, on a aussi le tournoi à destination et on fait le Grand Chelem. Alors le Grand Chelem, c'est quoi? C'est qu'on gagne tous nos matchs du tournoi. Donc il n'y a aucun... Parce qu'on peut gagner le tournoi à destination sans avoir gagné tous nos matchs. Voilà, en ayant Là, eu une défaite voilà. ou un nul. Avec le calcul des points, etc. On Ouais. peut être champion d'Europe, gagner le tournoi à destination, mais on n'appellera pas ça un Grand Chelem. Alors que là, on a gagné tous nos matchs. Et alors, c'est quelque chose de... Est-ce que c'est quelque chose d'historique dans le rugby féminin? Non. Mais c'est vrai que Ouais. quand on a eu le titre en 2014, ça faisait, je pense, une bonne dizaine d'années que l'équipe de France ne l'avait pas remporté. D'accord. Et ok. c'est en ça que ça a été assez exceptionnel et que ça a remis un vrai coup de projecteur sur le rugby féminin. Surtout que cette année-là, il n'y a que l'équipe, les moins de 20 ans garçons qui ont gagné le titre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on a fait tout ce chemin et on arrive par exemple à gagner un grand chelem? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit
Moi, c'est bon, je suis peinard, je peux arrêter Non, non, non. Non, non, non. Non. Au contraire, il y a cette... et c'est tellement porteur de vivre ça une année Coupe du Monde, parce que vous vous doutez bien qu'en arrivant à la Coupe du Monde, on se dit, mais bien sûr qu'on peut. On a fait champion d'Europe, on peut faire champion du monde. Et du coup, ça booste et on a encore plus envie. Et voilà, on a savouré, on s'est vite remis au travail, mais on a quand même savouré, vraiment, parce que ça a été ces plusieurs années où ouais, on bataille, et on se dit que on bute toujours contre ces Anglaises, on n'a pas toujours les moyens qu'il faut, etc. Et ça a été laborieux, quoi. Ouais. Et du coup, quand on y arrive, on se dit, bah, on l'a fait alors que toutes les conditions ne sont pas toujours réunies et que c'était difficile. Par rapport peut-être à d'autres équipes qui ont plus de moyens, de budget. Il a fallu toujours comparer, mais c'était le cas. Et les Anglaises, clairement, elles ont quand même un petit temps d'avance sur nous. Et ça, sans nul doute que ça nous a toujours beaucoup pénalisés, mais d'avoir réussi à le faire à la force du travail. Parce que là, pour le coup, on voit que c'est que le mental des joueuses, c'est l'investissement des joueuses, avec le staff, bien sûr, mais ça s'est joué. Encore une fois, on a écrit notre histoire, cette épopée 2014 avec ce groupe-là qui a évolué entre la dernière Coupe du Monde et cette fameuse Coupe du Monde, ou ce fameux tournoi. C'était un cycle de 4 ans à peu près, avec plein de joueuses qui rentrent, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette Coupe du Monde 2014 ? C'est ça. Ouais. Parce que vous arrivez, vous avez gagné le Grand Chelem, donc vous avez quand même pris en confiance, notamment. Ça a dû vous rassurer sur votre capacité à aller au bout de cette Coupe du Monde. Et comment ça s'est passé alors pour l'équipe de France ? Alors du coup, il y a plusieurs stages de prépa avant. Et une fois que le groupe est constitué, on revient dans nos quartiers à Marcoussis pour poursuivre la préparation. Et c'est une Coupe du Monde... presque pas qui s'arrête, mais quand même on prend un petit stop contre les Canadiennes en l'équivalent de la demi-finale finalement. Et donc on finit 3e en battant les Irlandais sur la petite finale. C'est à la fois une belle victoire et ça reste une 3e place, on est quand même sur le podium, mais bien sûr qu'il y a eu un peu de frustration parce que les Canadiennes étaient largement à notre portée. Et puis voilà, on aurait vraiment aimé jouer une finale et aller plus loin. Mais c'était un bel événement à vivre parce que, pareil, il y a eu un engouement extraordinaire. Le stade Jean-Bouin, quand même, rempli. Du coup, voilà, 3e place, donc un peu frustrant. Et il y a des sports qui nous forgent des caractères, et notamment dans les moments difficiles. Toi, c'était quoi le moment le plus difficile que tu as traversé dans cette carrière rugbystique ? Est-ce qu'il y a eu une défaite en particulier ou quelque chose qui t'a forgé, qui t'a fait te dire faut que je continue, faut que je m'accroche, faut que j'aille de l'avant ça a été quoi un peu ce passage ? Enfin, est-ce que tu en as eu un ? Il y a 2 événements dans ma carrière rugbystique qui m'ont vraiment impacté. Le premier, c'est en 2012. Non, c'est en 2011. C'est en 2011 où je me blesse. On sait que ça peut arriver, on sait que c'est du rugby, c'est un sport de combat, c'est un sport de contact, et on sait que ça peut arriver. Mais je suis pas sûr qu'on soit prêt. Je me suis fait une luxation de la cheville, arrachement des ligaments internes et fracture du péroné. D'accord, complète. Voilà, sur une même action. Et comment c'est passé en fait ? Double plaquage d'un côté et de l'autre. D'accord. Je fais une vrille et mon pied reste au sol. Il reste dans un sens et mon corps va dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment pas joli en fait. Et je mets 9 mois à revenir sur un terrain, je mets 1 an à retrouver mon niveau international. D'accord. Donc c'est 1 an de questionnement. Et en fait, c'est pas un an... non, en fait, c'est les montagnes russes. Parce que finalement, au départ, il y a une espèce de déni. Hein. J'étais dans cette déni. Oh, ben non. C'est quoi ? C'est une entorse ? Dans 3 semaines, c'est bon ? Ouais. Non. Donc
Et puis oui, tant que... En fait, c'est comme si j'avais pas réalisé tant que j'avais pas commencé la rééducation. Donc finalement, ça a été extrêmement difficile quand je suis arrivée au CERS à Cap-Breton, où je me suis... Donc le CERS, qui est le centre, de rééducation pour les sportifs de haut niveau. Exactement, à Cap-Breton. Et là-bas, oui, je me suis aperçue qu'il y avait plein de sportifs avec moi, qu'on était... Et en fait, je vois des béquilles, Et en fait, ça faisait comme une espèce d'effet miroir. Parce que je me suis dit, mais... J'ai pris conscience de... Je suis là, c'est parce que je suis comme eux, en fait. Et c'est là où tu te dis, c'est impressionnant. Non, c'est pas une entorse, quoi. Ben oui. J'ai vraiment... Donc, il y a pratiquement... il y a bien 1 mois et demi, 2 mois qui se passent entre le moment où je me blesse et cette vraie prise de conscience que c'est grave, ce que j'ai eu. Et ben là, ça tombe, quoi. Là, ça tombe. Est-ce que je vais oser le mot Ouais, je parlerai de mini-dépression. Je dis mini parce que je vais pas passer 6 mois derrière à déprimer. Il m'a pas fallu trop de temps parce que bien entouré, parce que après c'est ma façon d'être, c'est mon caractère. Et j'ai tapé du pied, si je peux m'exprimer ainsi. Et je me suis dit non. Donc je me suis autorisée quelque part, parce que de toute façon j'ai pas eu le temps de vraiment me mettre à distance de ça, j'ai juste eu cet effet miroir et j'ai pris conscience que j'étais gravement blessée et qu'il allait avoir du boulot. Donc je tombe là-dessus et j'accuse le coup, comme on dit, j'ai ruminé ça, je me suis autorisée à pleurer, à prendre conscience que waouh, c'est chaud. Et puis je me suis concentrée sur ma rééducation, sur la reprise, sur, comme on dit, step by step, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie, les objectifs quelque part. On parlait de compétition, on parle de travail, on parle d'histoire. J'ai beaucoup parlé d'histoire, mais c'était ça. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, qu'est-ce que tu veux pour toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi? C'est vrai qu'on la pose rarement la question finalement. On se retrouve sur le terrain et on fait, mais pourquoi on le fait? Si ça n'a pas de sens, on le fait pas finalement. Ou on le fait, et je pense qu'on peut aller plus loin en ayant conscience de pourquoi on le fait. Ouais, et c'est ce séjour au CERS qui t'a renforcé. Ça a été une amorce, une vraie amorce, et ça a été nécessaire pour la prise de conscience. C'était en quelle année ça, pardon? 2011. 2011, ouais. D'accord. Et ça prend du sens quand on comprend ce que j'ai fait derrière. Mais toujours est-il, c'est que 2011, il y a cet événement-là qui... je pense qu'il y a eu... Quand j'ai pris cette conscience, quand j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé, dans quel état j'étais, de ce qu'il fallait faire pour revenir, ça a été qui tout double, je pense. Parce que j'aurais pu arrêter à ce moment-là. Ouais, et te dire... Ça m'a traversé l'esprit. Et puis non. Non, il y a eu des rencontres, je cache pas. Il y a eu un préparateur physique qui est comme un frère pour moi maintenant et qui fait toujours partie de ma vie, qui est très proche et qui... Qui s'appelle? Jean-Marc Vinière. D'accord. Il m'a vraiment... Qui est au CERS Non. Non, par contre je l'ai rencontré juste derrière. Il tenait une salle de sport qui attenant à là où j'habitais et... c'est assez drôle et je revois toute la scène, on adore en parler parce que c'était très particulier, mais je sais que quand l'ambulance m'a ramené, j'avais encore une béquille en sortant du CERS. Ouais. Et mais dans ma tête, symboliquement, on m'a monté sur une civière parce que c'est des brancardiers, c'est dans leur réglementation. Ouais. Et ils ont à peine claqué la porte que je sortais de l'appartement avec ma petite béquille et que j'ai fait les 600 mètres qui me séparaient de Jean-Marc, que je ne connaissais pas encore. Et que je suis allée, je lui ai dit, mon objectif c'est ça. J'ai quelques mois pour reprendre, il y a des tests physiques, il y a des échéances, j'ai envie d'y être. On avait à peu près 6 mois devant nous. D'accord. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, va voir ailleurs Avec son petit caractère, son petit air un peu bourru, il m'a dit, mais ok, mais... ta béquille là, tu l'enlèves. Et là je me suis dit, génial, la petite fille à l'intérieur là, de moi s'est dit, avec lui c'est cool quoi, parce que c'était carré, mais en même temps je sentais que c'était très bienveillant. Et voilà, on s'est écrit notre histoire aussi là-dessus, et il m'a remis sur pied, vraiment. Il m'a permis de
de vivre la préparation physique autrement. Il m'a permis d'y mettre beaucoup plus de ludique, de joie, de se dire, voilà, c'est pas la croix et la bannière que de... Ouais. Il m'a fait découvrir l'haltérophilie, il m'a fait découvrir... et du coup, je me suis dit, c'est super, je vais pouvoir me préparer tout en étant... comment dire, joyeuse, heureuse de me préparer. Complètement. D'accord. Donc ça, rien que pour ça, ça a été vraiment un événement extraordinaire. Donc, d'un événement extrêmement violent, extrêmement douloureux, j'en retire... du positif et là pour le coup je me dis heureusement que je m'accroche. Si j'ai pas la volonté de poursuivre en me disant je continue de jouer et je vis pas tout ça derrière. Ouais. Donc une belle rencontre. Ouais, une belle rencontre et ouais, vraiment et puis ça a été extrêmement intéressant parce que derrière il a jamais été langue de bois avec moi. Il a toujours osé me dire les choses. Quand j'étais hyper euphorique parce que je trouvais que j'avais fait un bon match, etc., il m'a ramené sur terre plus d'une fois. Ton préparateur physique ? Ouais. Parce qu'il venait assister à tes matchs Il les voyait soit en vidéo, soit il venait au bord des terrains, ouais, très clairement. Et puis, par moments, il a même par moments pris le pas sur certains coachs où j'entendais que ça va. Ouais. Mais voilà, mais la relation entraîneur-entraîné, elle est hyper précieuse dans la dynamique sportive. Et finalement, je me suis aussi aperçu que ça se jouait pas que sur des sports individuels. J'aurais pu le suivre au bout du monde. Ouais. Donc c'est aussi important de bien choisir les personnes qui nous entourent. Et lui, il avait toujours un discours très positif, mais il savait aussi me dire quand ça n'allait pas. Et ça, du coup, c'est une vraie sécurité. Et je me suis dit, mais ça, au-delà du sport, ça doit être tout le temps. Oui, d'avoir un peu un garde-fou qui est là pour mettre en place. D'avoir quelqu'un, ou même dans cette dynamique-là, de dire à la personne, voilà, ça, quand tu dis ça ou quand tu fais ça, ça m'impacte comme ça ou comme ci. Et pour ce que tu as envie de faire, ça ne sert pas ton projet, ça ne sert pas ton objectif. Il y a eu des moments où je lui ai demandé, mais pourquoi ? Moi, quand je vis ça comme ça, je le ressens comme ça, je fais ça pour ça, je dis ça pour ça, parce que voilà, sur le terrain, je me sens comme ça. Et puis, on creusait. Ouais. Et on creusait, il me dit, mais essaye ça. Et ça a été vraiment passionnant. C'était pas qu'un préparateur physique, c'était aussi un préparateur mental. Ouais, finalement, je pense que c'était pas sa volonté au départ, mais ça fait partie de tout son panel, sa façon d'être. Et après, il a un parcours aussi atypique, finalement, entre personnes atypiques. Je trouve qu'on s'est bien trouvé, mais voilà, il a été dans les forces spéciales, il a fait militaire, voilà. Et donc, cette discipline, il la connaît, mais voilà, il a bien vu aussi que j'avais ce côté joueur et qu'il fallait me prendre comme ça. Et que... Donc, une vraie belle rencontre et il m'a poussé dans mes retranchements. Ouais. Et c'est ça qui t'a permis de réintégrer, tu penses, aussi rapidement l'équipe derrière ? C'est sûr. Ouais. Okay. C'est même sûr et certain, je lui dois beaucoup. J'ai tenu le cap aussi parce qu'il m'a poussé vraiment loin. Donc, on a vraiment travaillé ensemble en binôme sur cet objectif-là que j'avais. Et c'est beau. Et on passe le bonjour à Jean-Marc. Bisous Jean-Marc. Non, mais c'est vrai qu'on a, voilà, on dit souvent, il y a une expression qui dit derrière chaque homme se cache une femme, etc. Mais il y a aussi derrière chaque sportif se cache aussi un coach qui soit un parent ou un ami ou un préparateur physique ou un préparateur mental. Parce que quand tu t'entraînes donc avec l'équipe de France, etc., vous, avec le staff, vous avez par exemple un accompagnement, comment dirais-je, un accompagnement mental, par exemple, comme ça peut se faire parfois. On voit Fabien Galtier là, qui mise pas mal, notamment sur le mental de ses joueurs. Est-ce que dans le rugby féminin aussi, par exemple, en équipe de France, il y avait... ce type de moyen-là, ou pas du tout, ça se cantonne, je dirais, à des entraînements, de la préparation physique ? Alors non, effectivement, mais moi je l'ai connu que sur l'année Coupe du Monde. Sur l'année Coupe du Monde où un préparateur physique est
est intervenu, nous proposer des ateliers individuels, collectifs, pour préparer ce gros événement à venir. Surtout, je pense qu'on... Alors j'ai dit l'année, de mémoire, je pense que c'est même après le tournoi Destination. Est-ce que justement, je pense qu'on avait déjà perçu qu'il se passait quelque chose de particulier cette année et que ben voilà, il fallait pouvoir gérer ça. Pas habitué à avoir autant de sollicitations, que ce soit des médias, que ce soit de l'entourage hyper enthousiaste. Mais comment gérer ça? Mine de rien, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et ça se fait pas, on fait pas ça tout seul. Donc on nous a mis à dispo un préparateur mental à ce moment-là pour anticiper ça. Okay. Est-ce que dans le rugby féminin, vous faites face par exemple à des personnes misogynes? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le rugby féminin ou pas du tout? Oui, ça existe comme dans beaucoup de sports féminins, j'ai envie de dire, parce que, et comme dans la société. Parce que c'est souvent cette image-là, parce que si on se permet de faire des réflexions, parce qu'on joue au rugby à une fille, c'est qu'à l'extérieur, on a aussi cet esprit un petit peu, moi j'allais dire fermé. Moi j'ai envie qu'on me demande comment ça se passe, plutôt que ça devrait pas jouer, c'est un sport de garçon, non? Et en fait, tout ce type de réflexion, pour moi, c'est misogyne. Ça dénote un peu qu'on soit curieux de découvrir le sport, pourquoi la personne a choisi de faire tel ou tel sport ou telle activité. C'est encore différent de poser des questions, mais je me suis souvent entendu demander mais c'est pas dur d'être une fille quand on joue au rugby, enfin, il me faut souvent un peu de temps d'ailleurs pour comprendre la question, mais pourquoi il me demande ça, enfin, mais ça vous intéresse pas la combi qu'on a mis en place sur l'essai et comment ça s'est passé, enfin, la préparation. Et ça, pas... c'est quoi? C'est avec des journalistes, avec des amis? Il y a des journalistes, il y a... alors les amis... non, justement, les amis, voilà, je les ai choisis comme ça aussi. Hein. C'est pas qu'ils sont pas contrariants, mais enfin, justement, surtout au début, ils ont plus été dans le questionnement de comment... qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce que tu trouves? Comment ça se vit? Est-ce que ça tape pas trop? Ça fait pas trop mal? Enfin, ok. Mais... je pense qu'en plus, c'est le genre de questions qu'on peut poser aux garçons aussi. Parce que physiquement, ils se préparent tout comme on se prépare. Et voilà, et les physiques évoluent. Ils prennent des impacts et des coups. On voit bien pourquoi ils encaisseraient différemment. Enfin, je ne joue pas contre des garçons. Donc, il n'y a pas lieu de trop polémiquer là-dessus. Et je trouve ça dommage de s'attarder trop sur ce type de questions. Donc, mais effectivement, on les a. D'accord. Et tu auras envie de dire quoi aux filles qui hésiteraient justement peut-être à se mettre au rugby? Est-ce que tu auras un conseil à donner aux petites filles qui souhaiteraient peut-être faire du rugby mais qui ont peur, qui ont des a priori face à ce sport? Alors, je leur souhaite de tout cœur de dépasser leurs a priori et éventuellement des peurs, etc. Parce que c'est un sport qui cultive beaucoup de valeurs et qui galvanise, quoi. On y trouve une famille. Il y a des moments difficiles aussi, parce que qui dit sport de combat dit que oui, il y a des moments, c'est dans la douleur que le match se gagne. Il y a aussi des bagarres comme chez les hommes, ça arrive de temps en temps? Oui, ça chacaille un petit peu, mais enfin, c'est pas... Oui, tout à fait. Mais... et que voilà, qu'il faut vraiment... si c'est quelque chose qui, du bord du terrain, leur donne envie, il faut y foncer, quoi. Ça, c'est sûr. Si elles ont envie de jouer, mais que elles ont peur de... quand dira-t-on mais, elles ont peur de se faire mal, mais qu'elles ont peur de... il faut dépasser ça, il faut y aller surtout, faut pas hésiter. Ouais, faut essayer, faut aller... Surtout, faut le vivre à fond. Après, on leur reprochera pas d'arrêter si ça leur convient pas, mais d'y aller parce que vraiment, il y a de belles aventures à vivre. Est-ce qu'il y a un modèle qui t'a inspiré, une personne qui t'a inspiré? On parlait de Jean-Marc tout à l'heure, par exemple, qui lui t'a aidé à remonter la pente pendant une de tes blessures. Est-ce qu'il y avait quelqu'un
euh, voilà, une espèce de modèle, que ce soit un homme ou une femme, qui t'a inspiré à un moment donné de ta carrière et qui t'a donné envie aussi d'aller plus loin? Dans le jeu, une joueuse ou... Que ce soit une joueuse ou quelqu'un d'autre, hein, Hmm, non, pas une joueuse en particulier. Euh, ma mère. Ouais, ta mère? Ma mère, mais ouais, dans cette dynamique de... De quelle manière? Bah parce que c'est une battante en fait. C'est Ah une oui. vraie battante. Ma mère, c'est une vraie battante. Elle est pas parfaite. Personne l'est. Mais pour le coup, je sais que quand elle a un objectif en tête, elle se donne vraiment les moyens et elle s'est toujours battue. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'admire énormément. C'est-à-dire, tu peux nous en dire plus sur le fait qu'elle soit battue? Non. Non, elle s'est battue, quoi. De par son histoire, je sais que euh, il a fallu, il faut du courage, peu importe ce qu'on en dit, de se déraciner Oui, de son pays d'origine. Et elle a dû se battre, bien sûr, contre ben, on parlait de racisme et de préjugés. Moi, je ne l'ai pas vécu dans le rugby, je l'ai vécu en dehors. Et ma mère l'a vécu aussi, donc mes sœurs aussi. Et je sais qu'elle s'est vraiment battue pour dépasser tout ça, pour ne pas cultiver justement de haine et de rancœur. Euh, et se débrouiller par ses propres moyens en étant totalement autonome dans sa vie. Et ça, pour moi, c'est admirable. Voilà. Et du coup, ça m'a forgé cette dynamique de... Enfin, on peut arriver à ses objectifs en étant volontaire et en ayant confiance en soi. ouais. C'est tellement, tellement rabâché, radoté. Il faut aller bien plus loin pour comprendre pourquoi autant de gens manquent de confiance en soi. Mais s'il y a une chose à travailler dans cette vie-là, c'est ça, quoi. C'est la confiance en soi. Et toi, C'est... comment t'as fait, notamment, alors je sais que souvent c'est un travail de fond et c'est pas évident à décrire, c'est pas une science exacte, hein, mais toi, est-ce que voilà, c'est quoi, c'est l'entourage, c'est le fait de te dépasser quotidiennement qui a permis de te créer cette confiance, ou qu'est-ce que c'est? Il y a de tout ça, mais c'est pas juste de vivre les choses, c'est se le reconnaître à soi aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, se dire, ben voilà, tu parlais d'humilité au départ, je me présente, je n'égrène pas tout mon palmarès. Effectivement. Voilà. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est toutes ces petites étapes là, et donc pour dire qu'il y a encore des moments où euh, je me reconnais pas toujours tout ce que j'ai pu faire. Mais c'est un travail de toute une vie certainement, de se dire voilà ben je suis fier et euh, j'ai fait partie de tel groupe, j'ai participé à tout ça et c'est important de se reconnaître les choses pour soi. De ne pas attendre que ce soit l'autre qui vienne nous gratifier parce que l'attente crée souvent de la frustration parce que c'est pas toujours au bon moment ou au moment où nous on en a besoin on va venir nous gratifier. Donc si on se le donne pas à soi-même, on peut passer une vie à être frustré. Donc moi j'apprends encore tout au long de ma vie. Mon métier me le permet aussi beaucoup, mais de me gratifier. Ça passera par autre chose pour d'autres personnes, hein, mais moi, dans mon cas, c'est vraiment cette notion de reconnaître ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait. Ok, super. Et alors, du coup, t'as raccroché les crampons. Ça se dit raccrocher les crampons? Ouais, Ouais, ça se dit, ouais. oui, Ouais, c'est d'accord. l'expression. Ça T'as- parle, ça parle. C'est Et parlant. t'as arrêté, donc c'était en 2016? 2015, ouais, 2015? ouais, fin 2015. Ouais. Et du coup, alors tu interviens de temps à autre en conférence. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur éventuellement les sujets que tu abordes, sur comment ça se passe? Les sujets abordés,
c'est essentiellement ce dont j'ai été témoin, le leadership, cet esprit d'équipe, c'est effectivement cette notion de résilience, l'approche de comment on appelle ça, la gestion du stress, la place dans le groupe. Et c'est quoi un peu la thématique que tu as le plus à cœur, que tu aimes vraiment partager quand tu es en conférence avec un public? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vraiment tu essaies d'aborder à chaque fois? Comment le résumer en un mot, je ne sais pas. Peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Mais en tout cas, c'est cette notion, exactement ce que je disais juste avant, cette notion de sens. Voilà, la notion du sens. Du sens à ce qu'on fait. Ouais. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je vis ce que je vis? Pour qui? Ça, voilà. Déjà, l'identité, quand on a des éléments de réponse, ou en tout cas, ne serait-ce que d'être sur le chemin de répondre à ces questions-là, il émerge des choses incroyables et le champ des possibles, il est extrêmement grand, en fait. C'est... qu'est-ce que je fais là? Mais c'est tellement important. Parce que voilà, dans l'entreprise, on passe... il y a des chiffres certainement, mais on sait tous qu'on y passe énormément de temps. On a des exigences, tant pour nous, pour nos équipes, du patron. Enfin, donc, si on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait... compliqué d'être heureux, d'être épanoui, d'être performant. Et d'être performant, ouais. Parce que, ouais, c'est l'optimisation, c'est être tant épanoui et satisfait de ce qu'on fait, tout en étant performant, rentable. C'est un peu délicat comme mot, mais je le vois pas forcément négativement. Hein. Ouais. La rentabilité, c'est aussi... voilà, je pense qu'on a tous à cœur de faire les choses le mieux possible, et si possible, le plus vite possible. Comme ça, on va à d'autres choses. Mais voilà. Donc, le temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrape jamais. On est bien d'accord. Oui. S'il y a bien une chose qui est délicate, c'est ça. Et qu'est-ce qui est le plus précieux? C'est souvent ça. C'est le temps. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? Donc, ouais. Faut le... En parlant de temps, ça va faire 2 heures, je crois, bientôt que je te retire. Donc on va finir. Juste avant ça, je vais revenir sur ta reconversion. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu es donc masseuse hydrothérapeute. C'est ça, je fais plus du massage, hein, plus massothérapeute que hydro. Mais l'intitulé de ma formation, en tout cas, ce vers quoi je me suis orientée sur la reconversion, c'est un DU, massothérapie, hydrothérapie. D'accord, ok. Et aujourd'hui, donc, tu fais du massage, donc principalement, pourquoi? Donc c'est pour des sportifs, des gens stressés? Oui, alors effectivement, les massages que je propose sont essentiellement orientés sur la récupération physique. Ouais. Donc je vais utiliser des techniques type deep tissue, massage en profondeur. Je vais utiliser les ventouses, tout ce qui est cupping, pour aller venir drainer, casser les adhérences, etc. Vraiment travailler sur la récupération. J'interviens essentiellement sur le muscle et les fascias. D'accord. Et ensuite, on va travailler sur un autre soin qui va être plus sur du lâcher-prise, un travail énergétique qui va venir poser. L'idée, c'est d'accueillir et d'être dans cette écoute-là de la personne qui a besoin de... Donc, c'est pas toujours... c'est pas que orienté sport sur ce deuxième soin. Voilà, on est sur le lâcher prise, sur du lâcher prise, se détendre, ça englobe beaucoup de choses, hein, mais voilà. Et alors pourquoi justement t'es partie dans cette voie-là? Parce que avant tu avais fait un diplôme pour être plutôt accompagnatrice pour les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés. C'est ça. Alors, en fait, à la base, c'était dans l'optique de repartir en centre de rééducation. Oui. Parce que du coup, le public où je suis le plus intervenu, avec lequel j'ai le plus travaillé, c'est des traumatisés crâniens en phase d'éveil. En gros, ils sortaient du coma, ils arrivaient chez nous. Et l'idée, c'était de faire cette phase d'éveil, de rééducation, en partenariat avec les kinés, sur les plateaux, etc. J'ai aussi beaucoup travaillé avec eux dans l'eau.
Et je me suis dit, ils ont des soins médicaux, infirmiers, aides-soignantes, ils ont mal. Ils vont en kiné, ils ont mal, ils viennent avec moi, c'est de l'eau chaude, c'est de la mobilisation douce, mais ça peut faire mal. Et je me dis, mais à quel moment ils ont cette soupape où ils ont un temps pour eux où ils sont sans douleur. Et donc j'ai fouillé. Entre-temps, j'ai continué mon parcours sportif. Je suis partie donc j'ai eu des fameuses blessures, je suis partie à l'étranger, donc en Nouvelle-Zélande. J'ai pris conscience que le corps est une vraie passerelle, corps-esprit, qu'on ne pouvait vraiment pas scinder les deux. Ça a l'air acquis maintenant, mais voilà, pour moi, je découvrais tout ça en me disant, on s'en sert énormément de ce corps-là, est-ce qu'on peut pas lui apporter tout ce bien-être-là pour être disponible ? Et effectivement, j'ai continué mes recherches là-dessus, je suis rentrée, je me suis formée là-dessus, et plus j'avance, et plus il y a une corrélation évidente là-dessus, quoi. Par contre, j'ai eu une vraie révélation de me dire, je vais peut-être pas le faire en centre d'éducation, parce que dans mon vécu de sportif, ça m'a manqué, et j'avais envie de vraiment apporter ça aux sportifs, aux joueurs, pas que les rugbymen d'ailleurs, parce qu'on est une région où il y a beaucoup de surf, de pelote, etc. Ouais. Ils en ont aussi besoin. Et puis, monsieur, madame, tout le monde, il ne s'agit pas de faire que du sport de haut niveau pour avoir accès à ce type de soins, parce que le stress au boulot, le stress dans la vie quotidienne, ça crée des problèmes physiques, et le corps somatise, et c'est important de prendre en charge ça. Ouais, tu me parlais notamment des infirmières qui sont venus beaucoup te voir après le premier confinement. Exactement. Donc, tout le monde peut y aller. C'est ça. C'est ouvert à tous. On mettra le lien, si tu veux, en bas du podcast vers ton site. Super. Moi, j'aimerais finir par une question. C'est si tu avais un conseil à donner aux jeunes hommes ou aux jeunes filles qui souhaiteraient potentiellement aller faire une carrière sportive de haut niveau comme tu as pu faire, quel conseil tu pourrais leur donner pour peut-être éviter certains pièges dans lesquels tu es tombé, ou quel conseil de manière générale tu donnerais aux jeunes qui voudraient un peu comme toi aller au bout de leur rêve sportif et intégrer peut-être un jour l'équipe de France, que ce soit féminine ou masculine? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? J'en aurais plusieurs. Je reviendrai sur le sens. Ça, c'est encore très important. Je dirais la curiosité de comprendre. Je parlais d'histoire, je suis encore là-dessus. L'histoire du club, l'histoire des partenaires, l'histoire du poste, l'histoire. Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre ? Et puis surtout de conserver son authenticité. De pas se laisser aller à jouer le rôle de ce qu'on aimerait, ce que les autres aimeraient qu'on soit, etc. Mais d'être soi, et c'est cette expression-là de sa personnalité à soi, de cette authenticité-là qui, je pense, m'a fait la différence, qui permet d'y mettre l'intention, et l'intention est primordiale aussi dans cette activité-là, et voilà, de ne pas se perdre. L'authenticité. Super. Écoute, merci Koumiba. Vous pourrez retrouver le profil de Koumiba sur notre site wechamp-entreprise.co. On mettra le lien vers ton site en bas de ce podcast. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes au bout, c'est que ça vous a plu. Le profil de Koumiba vous a intéressé. Et si vous voulez qu'on continue justement, interviewer des personnes au profil inspirant comme Koumiba, n'hésitez pas à nous mettre un petit like sur YouTube ou à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres. Ça nous aidera à continuer à vous faire partager tous ces profils inspirants. Merci encore Koumiba. Merci à toi. Merci et puis à bientôt. À bientôt.